12 janvier 2010. La capitale Port-au-Prince et ses environs sont secoués par un tremblement de terre sans précédent qui causera 300 000 morts et plus d'1 million de sinistrés. Un an plus tard, le pays attend encore la concrétisation de l'aide promise par l'international. En principe, c'est la CRH qui fait l'attribution des projets, des programmes, mais surtout la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui contrôle le fonds fiduciaire multidonateur, qui contrôle les fonds qui arrivent pour Haïti. Et jusqu'à présent, ce qu'on a eu comme information, ce sont des listes de projets adoptés, 29 projets qui ont été adoptés, parmi lesquels beaucoup de projets n'ont pas encore de financement complet. Et la CRH a pris pratiquement 8 mois pour s'installer. Donc, en 8 mois, ils ont eu l'extraordinaire efficacité d'organiser 3 réunions, 3 rencontres en 8 mois, c'est quand même pas mal pour une situation d'urgence. Et donc ça reste extrêmement flou. Et même le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son rapport de septembre, dit qu'il pense que seulement 10% des fonds promis seront canalisés effectivement à travers la CRH. La CRH est paralysée, donc il n'y a aucune initiative significative au niveau de la reconstruction. Donc les choses semblent être bloquées complètement. Depuis le 31 mars, on nous parle des 11 milliards qui auraient dû être décaissés. Jusqu'à présent, très peu d'argent sont vraiment décaissés. Et dans les sommes qui sont décaissées, très peu de choses sont visibles sur le terrain. Donc voilà, c'est une grande déception. Et on peut dire qu'il y a même une espèce de scandale. Est-ce que la CRH, dans tous ces projets, a consulté les organisations de base haïtiennes? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune consultation. Le site internet de la CRH fonctionnait exclusivement en anglais jusqu'à la fin du mois de septembre. Seulement en octobre qu'ils ont mis des traductions en créole et en français. Et il n'y a aucune transparence, aucune information réelle détaillée qui permettrait de participer aux décisions. Donc c'est simplement recevoir des projets, choisir des projets et se réunir autour de ces projets. Donc ça c'est une mauvaise habitude qu'ils ont prise avec Haïti depuis très longtemps, de confondre le développement et liste de projets. Le développement c'est pas une liste de projets. Donc, et en plus de ça, il y a des tas de scandales autour de l'attribution même des projets, puisque il y a des organisations proches de certains personnages qui dirigent la CRH qui ont bénéficié de contrats. Et vous savez que par exemple le Congrès américain a adopté un plan pour venir en aide aux victimes. Et au départ, il parlait de 2,3 milliards. Et de ces 2,3 milliards, il y a eu 2 décaissements jusqu'à présent. Premier décaissement pour rembourser à l'armée américaine les dépenses qui ont été faites après le 12 janvier. Deuxième décaissement pour rembourser à la BID les 479 millions de dollars réclamés à Haïti et qui ont été annulés par la BID. Donc ce sont les 2 premiers décaissements, un pour l'armée américaine et deuxième décaissement pour la BID. Donc vous voyez, 479 millions de dollars américains investis directement autour des urgences des gens qui vivent dans la rue maintenant, ça aurait pu faire effectivement la différence. Donc c'est tout à fait scandaleux, c'est vraiment... Et c'est ça, en fait, l'expérience que nous sommes en train de vivre comme peuple, comme nation, c'est qu'après le 12 janvier, on voit les masques tomber. Les masques tombent, tout le discours mystificateur de la générosité internationale, etc. On voit très très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de contrôle géopolitique, il s'agit de domination, et il s'agit d'utiliser les projets pour renforcer la domination et renforcer la présence des entreprises multinationales. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Avec le grand problème, c'est que effectivement beaucoup d'ONG ont fait un apport intéressant en termes d'expertise, par exemple sur la question de l'eau, la question des latrines, la question de l'organisation des camps de réfugiés, etc., avec l'expérience qu'ils ont au niveau international.
Mais très rapidement, passé cette phase d'urgence, on ne voit pas vraiment l'efficacité de cette présence. Et le grand problème, c'est que ce sont des initiatives dispersées. Il y a énormément d'initiatives. Ce sont des initiatives qui sont menées à l'intérieur d'un agenda précis. Donc ce sont des petits fiefs qui se constituent sans aucune communication entre ces fiefs-là et sans communication avec l'État ici. Donc même quand il y a des interventions intéressantes, ça ne peut pas vraiment donner des résultats significatifs pour l'ensemble de la population. J'ai parlé à plusieurs des grandes organisations qui sont présentes en Haïti et il y en a qui confessent que des fonds qui ont été reçus pour les victimes du séisme, 75% est consommé par les expatriés. En salaire, logement, transport, vacances. Vous avez le RER, vous savez ce que c'est que le RER? Donc c'est quelque chose qui a été inventé par les Nations Unies. C'est que quand on est dans une zone de conflit, quand on travaille dans une zone de conflit, on est supposé subir un stress permanent, donc on vous offre ce qu'on appelle le Rest and Recuperation. Donc vous avez le droit d'aller par exemple à Saint-Domingue ou à Miami pendant 4 jours, tout frais payés, etc., pour pouvoir vous récupérer dans cette situation extrêmement stressante. Vous voyez? Port-au-Prince, c'est une ville tranquille, étonnamment tranquille, compte tenu de la polarisation énorme de richesses qui existe, de la violence contre les masses. Mais en fait, d'après les chiffres qui sont publiés régulièrement, le niveau de, par exemple, quand on prend les homicides par balle, il y a 3 fois plus à Santo Domingo qu'à Port-au-Prince. Quand on prend les enlèvements, il y a 2 fois plus à Trinidad-Tobago qu'à Port-au-Prince. Et le niveau de violence est encore beaucoup plus élevé à Caracas, à Rio de Janeiro ou à Sao Paulo. Donc vraiment, il y a une image qui est fabriquée pour présenter Haïti comme un pays extrêmement violent, chaotique, etc., ingouvernable. Et c'est une image qui justement justifie la présence de la MINUSTAH, qui justifie la présence de ces milliers d'ONG qui sont... Il y a toute une fabrication, n'est-ce pas, pour justifier cette présence et justifier tous les flux financiers qui accompagnent ce genre de présence. Et la MINUSTAH n'a absolument rien réglé à ce niveau-là. Vous savez, quand on regarde le mandat de la MINUSTAH, c'était rétablir le climat de stabilité et de sécurité, et organiser des élections démocratiques, et veiller au respect des droits humains. C'est ça, c'est ce que dit la lettre du Conseil de sécurité, résolution 1542. Quand on regarde les résultats, bon, on peut dire que le pays a reculé sur ces trois fronts depuis la présence de la MINUSTAH.